Nouvelle édition sur l'ORTB. Bonsoir à tous, voici les titres de ce 20h. Cherté des denrées alimentaires, l'exécutif béninois intercède et plafonne le prix de l'huile raffinée à 1300 francs CFA pour une période de 3 mois. La mesure est saluée par la population, notamment à Djougou et dans les collines, à suivre les différentes réactions. La connectivité numérique dans le monde hôtelier, un défi pour le Bénin. Les ministres du tourisme et du numérique ont rencontré à cet effet les professionnels du dit secteur. Les échanges ont porté sur l'importance de l'Internet dans les établissements d'hébergement touristique. Et puis, fait inédit aux mondiaux de pétanque au Danemark, la France n'a pas fini sur le podium et l'Espagne a raflé la mise. La hiérarchie des sports boules est bousculée. William Bassabi nous édifiera. Voilà pour le sommaire. On ouvre par ces échanges. Les ministres du tourisme et du numérique ont rencontré ce vendredi les professionnels de l'hôtellerie. Les échanges ont porté sur l'importance de la connectivité dans les établissements d'hébergement touristique. Le point de la séance avec Ariane Da Silva et Brice Thiebozo. Nous impliquer à ce niveau-là. Des échanges entre les ministres du tourisme et du numérique et les professionnels de l'hôtellerie. Le principal sujet, l'importance de la connectivité dans les établissements d'hébergement touristique. Un sujet choisi sur la base de constats. Aujourd'hui, dans l'ère dans laquelle nous vivons, eh bien, il y a un facteur qui devient essentiel. Aussi essentiel que l'eau et l'électricité, c'est la connectivité dans les hôtels. Mais nous avons vécu des expériences, je me souviens d'une réunion dans la période Covid avec des bailleurs de fonds, avec la nécessité que des personnes se connectent à distance. Et je peux vous dire qu'on a connu des moments difficiles, des sueurs froides. Ou on va dans un hôtel qui est supposé être un hôtel 3 étoiles, 4 étoiles ou plus, et il faut payer l'Internet. Et le simple fait de ne pas avoir l'Internet, dans votre hôtel, le client sort de là, il va pianoter sur une plateforme, il tue votre établissement, il tue la destination. L'importance d'Internet n'est donc plus à démontrer aujourd'hui, surtout pour un secteur comme le tourisme, et les acteurs en sont conscients, mais relèvent des difficultés liées à sa fourniture. Aucun pays ne peut se développer sans un secteur d'hôtellerie assez performant. Et aujourd'hui, Internet, c'est un peu comme le sel dans la sauce. Tant qu'il n'y a pas Internet, on n'a même pas de clients. Vous savez, aujourd'hui, quand il en existe, il coûte très cher. Pourquoi ça coûte aussi cher? Je vous assure qu'aujourd'hui, nous nous sommes demandé, mais le problème c'est à quel niveau? Parce que les fournisseurs, avec le premier avec lequel nous sommes, par exemple, qui nous est venu faire une offre, après il nous dit c'est un problème de débit, il faut augmenter, aller à un débit supérieur. Ça a été fait, les mêmes problèmes continuent. Lorsque vous avez mis de l'argent pour faire quelque chose, et que la chose n'est pas gérée comme il se doit, et donc que vous n'avez pas de recettes, vous avez beau avoir le plus beau bâtiment du monde, même si on vous demande de payer un abonnement d'Internet, qui sont des charges fixes, vous ne pouvez pas le payer. Des difficultés prises en compte par les autorités. On comprend bien les difficultés que vous avez exprimées. Ce que je peux vous dire, c'est que votre commercialisation, votre réussite, votre succès passera forcément par la digitalisation. J'imagine que vous anticipez l'énergie, vous anticipez l'eau, vous anticipez les salaires pour pouvoir déterminer le prix de la nuitée. Donc désormais, ça veut dire que vous devez prendre le prix d'accès pour faire votre mix, pour faire votre pricing. C'est pour ça que nous disons qu'il faut professionnaliser ce métier. Ce que j'ai entendu montre bien l'intérêt de cette démarche que nous avons eue. Cela a amené à la surface un certain nombre de préoccupations qui ont été exprimées et qui vont aussi être des points d'ancrage de cette initiative que nous prenons désormais tous ensemble. Parce que ce que moi j'ai entendu ce soir, c'est nous sommes tous alignés sur le fait qu'il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose qui doit être fait, que nous devons tous porter.
Au cours de la séance, les professionnels de l'hôtellerie ont eu droit à une présentation sur les obligations minimales relatives à la connectivité dans les hôtels et lieux d'hébergement au Bénin. Voyons à présent cette relecture de la loi portant Code de l'enfant en République du Bénin. Les acteurs de l'équipe juridique du projet Souhaite Bénin revisitent les tests contenus dans le Code de l'enfant. Objectif, parvenir à une adaptation de ces lois au contexte actuel. Jennifer Sativi et Yves Agolopessi nous en parlent. Des discussions autour de la thématique de l'adoption au plan national et international. Un sujet parmi tant d'autres contenu dans le Code de l'enfant qui a fait objet de relecture du 16 au 20 mai 2022. L'initiative du projet Souhaite Bénin vise à assurer une meilleure protection des droits de la personne humaine, en l'occurrence celle de l'enfant, sur le territoire béninois. À l'application, le Code de l'enfant pose beaucoup de problèmes aux praticiens du droit comme les avocats, les magistrats et même aux autres acteurs de protection de l'enfant. Et tout le temps confrontés à ces problèmes, même au niveau du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, nous avons alors eu l'idée de relire l'ensemble du Code de l'enfant pour mieux l'adapter à la protection de l'enfant. La séance de travail s'est tenue en présence du ministre de tutelle chargé des Affaires sociales et de la microfinance. Les diverses réflexions vont permettre de recenser les dispositions au sein du Code qui comportent des ambiguïtés ou des discriminations. Les attentes de cet atelier se rapportent essentiellement au recensement également de toutes les dispositions qui comportent encore des discriminations à l'égard des enfants au regard de la situation globale actuelle de la protection de l'enfant au Bénin, à la lecture croisée du Code de l'enfant avec les nouveaux textes adoptés en 2021 et enfin à des propositions concrètes de reformulation. La présente relecture du Code de l'enfant fait suite à plusieurs ateliers de relecture des tests juridiques ayant abouti à des propositions d'amélioration courant 2021. Et on reste avec les enfants béninois, notamment les filles, avec ce lancement officiel du projet FIR Santé Sexuelle à Candy. C'est une initiative de l'ONG DEDRAS qui vise la réduction de la violation des droits à la santé sexuelle et reproductive des filles et de la Liborie d'ici 2024. Le point de la cérémonie avec Gédéon Verba et Michael Noati. Financé par Erix Development Partner, le projet Filles, Santé, Sexualité a pour ambition d'agir au sein des communautés pour plus de respect des droits à la santé reproductive des filles de 10 à 17 ans dans le département de la Liborie. Pour consolider ces acquis de ces différentes interventions et faire une mise à l'échelle des solutions réussies et booster au mieux les droits des filles, un nouveau projet a été spécifiquement conçu avec elles et pour elles. Il se veut être un accélérateur de la réalisation des droits des filles en matière de protection des droits de l'enfant, santé sexuelle et autonomisation économique dans le département de la Liborie. Fidèle à sa mission qui consiste à combattre la pauvreté à travers la réalisation des droits de l'enfant, le partenaire technique et financier Erix Development Partner est fier d'accompagner ce projet. Connaissant donc l'engagement des premières autorités de ce département et le dynamisme des différentes parties prenantes, je n'ai aucun doute que le projet Filles, Santé et Sexualité contribuera à la transformation structurelle du bien-être des filles et des garçons de la Liborie. Le présent projet que met en œuvre DEDRAS ONG et son partenaire technique et financier IRIS dans les domaines de la santé sexuelle et reproductive, la protection des droits de l'enfant et l'autonomisation économique contribuera à renforcer les différentes initiatives des autres partenaires, mais aussi à la réalisation de la politique nationale de la protection de l'enfant. Le projet Filles, Santé et Sexualité a une durée de 3 ans et sera mis en œuvre dans les 6 communes du département de la Liborie.
Et on passe à cette mesure gouvernementale qui réjouit les Béninois. La réduction du prix de l'huile végétale réjouit les populations de Djougou. 1300 francs CFA, c'est le prix plafond fixé par le gouvernement. Une décision applaudie par ses consommateurs de la Donga. Edmond Humbo et Enoch Mpati les ont rencontrés. Suivez. On ne peut que remercier le gouvernement de la rupture parce qu'ils sont en train de prendre des décisions nobles qui vont favoriser la population. Donc nous sommes en train de remercier le gouvernement de Patrice Talon et qu'on demande que ça continue comme ça. L'huile d'arachide c'était à 1500. Nous sommes en train d'apprendre que c'est revenu à 1300, c'est bien. Il y a aussi la population qui nous revend ça toujours à 1500. Donc le combat ne doit pas s'arrêter par rapport aux décisions. Il faut le suivi aussi sur le terrain. En tant que citoyen, c'est une très bonne chose. On veut que ça diminue encore jusqu'à venir comme il était avant. Mais l'augmentation de prix, on le remarque un peu partout dans les autres pays aussi, c'est comme ça. Par exemple, moi je viens de l'Algérie et même là-bas, c'est la même chose. L'augmentation d'huile, de riz et un peu d'autres choses. Si aujourd'hui c'est à 1300 au Bénin, c'est que quelque chose est en train de changer. Et c'est notre grand souhait. Si le gouvernement peut mettre une équipe sur le terrain pour contrôler les prix, ils peuvent aller comme tout autre client et demander les prix des articles. Ils comprendront ce qui se passe. Et les femmes se disent qu'elles sont allées acheter l'huile à tel prix. Elles ne peuvent pas suivre le prix que le gouvernement demande. Oui, c'est déjà un début et nous attendons beaucoup de choses du gouvernement. C'est une bonne nouvelle, mais il faut comprendre que le problème d'huile ne peut pas régler la situation. Selon moi, c'est ça. J'aurais souhaité à l'État, d'ailleurs même je l'encourage parce que avec l'effort là, c'est déjà à féliciter. Mais nous avons tout fait pour que vraiment tous les Béninois se sentent à l'aise. Voyons l'appréciation de cette mesure dans les collines. Les collines, la mesure a été très bien accueillie également. Suivez cet élément réalisé par Roland Tchanka et Kanel Kapo. Nous remercions le gouvernement pour cette décision qu'il a prise. Nous disons merci. Et nous voulons que ça aille encore plus loin que ça. Je remercie le chef de l'État. Est-ce qu'on peut s'inquiéter des condiments et de l'huile à la fois? Moi, je remercie le président. Je suis contente. 1300, si c'est 1200, ça serait bien même bon. Ça n'a qu'à diminuer plus que ça. On serait contente parce que l'huile est chère maintenant là. On ne trouve rien sur ça. Tout le monde se plaint. Même si on paye 2 bidons et puis on met l'huile dedans, on ne trouve rien. Et si les clients viennent dire que l'autre prix là, c'est ça qu'ils vont payer. Nous rendons grâce à Dieu pour la diminution du prix de l'huile. Que Dieu les soutienne. C'est à 1500, 1600 que nous l'achetions avant. Mais le chef de l'État a décidé de baisser le prix pour nous qui n'avons pas beaucoup de moyens. Dieu va le soutenir et son travail va prospérer. C'est bon. Comme c'est comme ça maintenant, c'est bon. Parce que lorsque c'était cher, les gens, tout le monde n'arrive pas à acheter ça à 1500. Quand il n'y a pas l'argent. Et les choses sont chères comme ça, mais maintenant que c'est à 1300, c'est bon. Nous remercions les responsables, particulièrement le président pour tout ce qu'il fait pour l'évolution du pays. Nous, les femmes, nous le remercions beaucoup parce que c'est nous qui utilisons plus l'huile. Et maintenant, là, on n'arrive pas à acheter les yogourts du corps, le riz. Non, on n'arrive pas à payer. Celles qui vendent ça disent que l'huile est chère, on n'arrive pas à acheter. Maintenant, comme ils nous ont diminué le prix, nous sommes tellement contents et on ne sait pas même comment le remercier, que le Seigneur le bénisse et qu'il le fortifie davantage.
prend la direction de la Marina. Le patrimoine du Bénin exposé à la Marina, les vice-reines des royaumes du territoire Batono sont allées toucher la réalité historique de leurs ancêtres en présence de la vice-présidente Mariam Chabit Talatazime. Ces gardiennes du trône ont exprimé leur fierté à Patrice Talon pour avoir rendu possible le retour de ces trésors royaux. Suivez le reportage. Sur ces marches de l'escalier, le Baroutem, l'Empire Batonou, en déplacement vers les trésors royaux. À la première loge, à l'intérieur de la salle d'exposition, la Nyonkogi, gardienne du trône de l'empereur de Niki, attentive au langage de ces trésors royaux. Chapeau au président Patrice Talon. Nous le remercions pour sa bravoure. Grâce à lui, nous avons pu être au contact de ce patrimoine. Que Dieu et les mânes de nos ancêtres le bénissent. Nous souhaitons qu'il poursuive ce combat pour le retour des autres biens. Nous sommes fiers de lui. 11 vice-reines ou leurs représentantes des royaumes du territoire de l'Empire de Niki, notamment Sandilo, Boué, Kandi, Birni, Banikwara, Wassapeonko, sont allés se ressourcer devant la vénérable mémoire de leurs ancêtres de la partie méridionale du Bénin. Une fierté pour la vice-présidente d'être aux côtés de ses répondants au niveau du pouvoir traditionnel. Ce sont celles qui jouent à peu près le même rôle que moi dans le pouvoir traditionnel. Malheureusement, l'histoire, les historiens de la période coloniale, ils n'en ont pas parlé et nos propres historiens n'en ont pas suffisamment parlé. Il en est de même en ce qui concerne l'histoire de nos Amazones. Il n'y a pas de chapitre dans notre histoire, dans les cours que nous donnons aux enfants au primaire sur l'épopée des Amazones. Il n'y en a pas non plus sur le pouvoir féminin dans nos royaumes, le pouvoir politique féminin. Or, ce pouvoir-là a existé et continue d'exister, même si du fait de l'œuvre de destruction, de dislocation, de déstructuration donc de la colonisation, ces femmes-là, comme leur père les rois, n'ont plus autant de pouvoir, ce pouvoir-là a existé. Cela montre que le genre n'est pas importé de l'extérieur au niveau de notre pays. Le genre, c'est notre réalité au Bénin. Sur le plan militaire, au Bénin avec les Amazones, les femmes étaient présentes dans l'espace public et sur le plan politique, depuis plus de 5 siècles, elles sont présentes et elles continuent de l'être parce que ça là, ça n'a pas été totalement effacé. Elle sera également gravée dans les annales, cette visite des vice-reines des royaumes du Baroutem, comme le souhaite l'initiateur. Ça devient déjà une histoire extraordinaire. Après l'arrivée de ces objets-là, qu'on nous dit aussi que l'histoire de ces reines, des vice-reines, vraiment aussi s'est déplacée dans tout le nord du Bénin pour venir visiter ces objets-là. Visite prestigieuse sur ces mélodies uniques, identitaires de l'ère culturelle Batonou. On quitte pas la Marina encore quelques heures et ce sera fini au palais de la Marina. Demain, c'est le dernier jour en attendant peut-être une nouvelle décision. Et à la satisfaction générale, elle continue de présenter un flux inattendu de visiteurs. Une délégation du parti Moël Bénin, rattrapée par l'ancien secrétaire général de la CSTB, Paul Issaïko, a saisi l'occasion. Marcel Arossi et Évariste Zomaou étaient nos témoins. Regardez. L'interview se fait dehors. Ce son presque violent d'un sapeur-pompier vient ainsi stopper la presse avant de l'évacuer. Une réaction qui pourrait traduire la difficulté à gérer l'affluence de ces derniers jours dans ce musée spécial. Mais les moellistes qui ont choisi ce moment pour effectuer leur visite réussissent à trouver leur chemin. Pour Moël Bénin qui prône le Bénin inclusif, le président n'aura pas pu donner meilleur cadeau. Tout le monde est content ici. C'est le Bénin dont Moël Bénin rêve. J'ai vu des gens, des opposants radicaux, comme on le dit, mais devant ce retour, ils n'ont pas pu s'empêcher de venir voir, parce que ce qui nous unit dépasse ce qui nous divise. Il y a le développement au Bénin, mais ce développement est accompagné de quelque chose d'agréable.
nous voyons l'art, nous voyons ce que nos ancêtres ont pu réaliser. Quand vous voyez les trônes, vous voyez les données mathématiques qui ont pu permettre de mettre en place ces trônes. Ça veut dire que nos ancêtres n'étaient pas que des scientifiques, mais ce sont des génies. Nous voulons qu'à travers les cours d'histoire, on puisse montrer ce qui est fait. Vous voyez la force de Dahomey? Oui, c'est Dahomey. Et je remercie le président Talon pour dire que ça ne suffit pas. Il doit réécrire, il doit nous aider à réécrire notre histoire. Ce que les Blancs ont écrit là, ce n'est pas notre histoire. Nous allons réécrire notre histoire. L'histoire à réécrire est connue et se raconte déjà. Le royaume du Dahomey était l'un des royaumes les plus structurés, les plus forts, les plus installés. Et c'est un peu comme des œuvres de gloire qu'ils ont portées en France. Eh bien, nous les retrouvons aujourd'hui. Quant à ce musée spécial, les heures sont désormais comptées pour sa fermeture, alors que l'engouement monte encore plus fort. L'engouement monte encore plus fort et ce samedi, les femmes du Parti républicain ont fait le déplacement pour vivre comme tous les autres Béninois l'émotion que procurent ces œuvres. Jean-Claude James et Michel Egbe nous en disent plus. Dans cette foule de curieux en attente de visiter les œuvres royales, elles se démarquent par leur code vestimentaire. Ces femmes du Parti Bloc républicain ont profité de chaque instant de cette visite et ressortent avec des émotions. Le trône, on a beaucoup d'émotions quand on regarde ça. J'avais la chair de poule, franchement, et donc je voudrais saluer le président Patrice Talon pour son courage, son audace, qui nous a honorés, qui a honoré la mémoire de nos ancêtres. À leur tour, ces républicaines venues du nord, du centre et du sud du Bénin ont honoré à leur manière ses ancêtres et surtout le grand artisan de cette exposition. Nous remercions son Excellence le Président Patrice Talon pour cette initiative. Le président a décidé de ramener le trône du roi Béanzin et il a fait. C'est très bien. Toutes les femmes d'Adja et du Bénin remercient le président Patrice Talon. S'ils peuvent proroger ne serait-ce que d'une semaine encore parce que j'ai vu une foule au portail de la présidence malgré la pluie. Vu l'affluence dehors, ces militantes du BR peuvent se frotter les mains d'avoir relevé le défi de cette visite qui en valait la peine. Et cette visite, précisons-le, n'a jamais connu aussi grande affluence au point où plusieurs se demandent s'il y aura une prolongation. Les premiers en tête de cette doléance au chef de l'État, ce sont les apprenants. Les groupes scolaires ont effectué leur dernière visite des trésors royaux. Blaise Adampo nous en parle. Peu importe le moyen, ils viennent par centaines au palais de la Marina, les groupes scolaires. C'est un jeudi pas comme les autres. Les apprenants des écoles, collèges et universités veulent vivre la réalité des trésors royaux. Je suis un peu pressé pour visiter. Moi, je suis impatiente de voir les trésors royaux. Et quand sonne l'heure de faire leur entrée dans les rayons des œuvres royales et contemporaines, la patience laisse place à la joie. Les va-et-vient dans les différents espaces sont lancés. Les apprenants portent un intérêt particulier aux explications. Ils prennent des notes minutieuses, mais s'offrent aussi des souvenirs de leur visite. Quand je suis entrée, j'ai vu le trône du roi Glélé et le trône du roi Guézo. Je les entendais parler à l'école, mais je n'avais pas vu leur image. Je suis contente d'avoir visité. Je vais parler avec mes parents à la maison et encore organiser une petite sortie. Pour certains, cette visite aux salles d'exposition du Palais de la Marina laisse un goût d'inachevé. Ils aimeraient bien s'offrir plus de temps, mais l'affluence a eu raison sur la volonté des jeunes visiteurs, des différents groupes scolaires venus de tout le Bénin.
Je demande au président Talon que s'il peut prolonger le séjour de ces trésors royaux au palais, ça serait bien pour que nous puissions revisiter. Je lui demande particulièrement de prolonger un peu le séjour de ces trésors royaux au palais ici, pour qu'une prochaine fois nous puissions revenir et les voir, mieux les découvrir, mieux connaître l'histoire de chacun de ces trésors et mieux nous cultiver aussi. Si on peut prolonger, c'est bon parce que tout à l'heure, vous avez vu l'affluence, parce que le délai, on est proche du délai, tout le monde veut venir et regarder nos trésors royaux avant la clôture. Nous avons vu, mais pas comme nous l'aurions souhaité, parce que le temps était tellement bref. On a juste regardé et jeté du coup d'œil. Et bon, il y avait du monde, effectivement, il y avait du monde. Mais en attendant, ils peuvent revenir dans les salles d'exposition avec leurs parents, ces apprenants des groupes scolaires, avant le 22 mai, date officielle de clôture de l'Expo Art du Bénin, d'hier et d'aujourd'hui, de la restitution à la révélation. Et comme vous avez pu le constater, comme vous avez pu donc le voir, les salles d'exposition du Palais de la Marina ne désemplissent pas. Blaise Adampo et Michel Egbe nous emmènent cette fois-ci au cœur de la visite des différents groupes venus de tout le Bénin. Suivez. Je me sens bien à l'aise. Je suis content de visiter encore le palais rénové là. Et c'est un grand plaisir, moi, de revoir les trésors de mes anciens chefs, mes anciens rois. Et dans les couloirs et rayons, ils découvrent les 26 œuvres royales restituées. Après les bonnes minutes à observer les trônes des rois Glélé et Guézo, ils vont changer de décor pour s'incruster dans l'espace de l'art contemporain. Ici, ils tombent sous le charme du génie créateur des artistes, dont la centaine de créations est exposée. Les milliers de visiteurs quittent les salles d'exposition, sidérés par la réalité de ce qu'ils ont vu. Je suis très contente parce que ça n'a pas été facile. D'abord avec l'affluence, le rang, tout et tout. Mais je suis contente quand même. Vraiment extraordinaire. Moi, je n'ai pas eu le temps de bien lire les noms, mais j'ai pris quelques photos. Je suis très content parce qu'il fallait quand même. Il fallait que les gens puissent voir ce qui se passe et c'est vraiment très gratifiant. Comment on peut dire, je remercie beaucoup le chef de l'État. Compte tenu des influences que je vois là, je préfère que le chef d'État peut les donner un peu de jour sur la suite. Là, ça va nous servir tout le monde. Nous avons ramené la dynamique des visites de musées de l'Europe, des États-Unis vers le Bénin. Je suis sidéré. Je ne savais pas que nos anciens avaient encore l'intelligence, cette intelligence. Donc ça veut dire que si on nous laissait seuls, on devrait pouvoir être dans les civilisations les plus fortes aujourd'hui. J'aimerais aussi dire ici, c'est qu'on pourrait prolonger le délai. Ça nous permettra de revenir visiter, pour voir plus, s'approfondir quand même, pour avoir plus d'informations sur les œuvres. L'Expo Art du Bénin prend fin le dimanche 22 mai et les réservations sont à flux tendu. Et on fait un tour dans les hôpitaux à la rencontre des infirmiers. Ils sont au premier plan de l'accueil des patients et dans la plupart des cas, la relation infirmier-patient n'est pas des meilleures. Voyons un témoignage de la situation particulière dans ce reportage signé Jean-Claude James et Daniel Ada. Entre Frédéric et sa patiente, c'est une complicité qui facilite visiblement le travail. Mais ne vous méprenez pas, la relation infirmier-patient n'est pas toujours une partie de plaisir. Une fois, j'étais en milieu hospitalier. Quand le patient, je l'ai reçu, le médecin a prescrit un soin qui devrait se faire en intramusculaire, en IM. Et cette dernière, elle a préféré, le produit va dans la veine comme dans le muscle. Donc moi, j'ai l'habitude de le faire dans le muscle pour éviter les effets. Donc je lui ai d'abord expliqué les effets que le produit pourrait avoir
en le faisant en intraveineuse. Raison pour laquelle j'ai préféré le faire en intramusculaire. Mais elle a refusé, j'ai tout dit, elle a refusé. Et je lui ai donné un papier pour pouvoir faire une décharge afin de me couvrir qu'elle est responsable de ce qui pourrait arriver. Du coup, on a pris l'abord veineux. Le produit n'était même pas passé au 8e quand elle a fait une crise. Mais on a su gérer. Quand ses parents sont venus, c'est comme si on voulait tuer leur enfant. De leur côté, les usagers des hôpitaux pointent du doigt l'accueil, le premier pas vers la guérison qui n'est pas souvent au rendez-vous. Certes, il y a des moments où ce n'est pas encore ça. Vous imaginez, un seul infirmier fait peut-être le travail de 5-6 personnes à la fois. À la descente, il est épuisé. C'est un humain aussi. N'oublions pas, et l'humain, je le disais, a des émotions. Et dans tout ça, nous essayons quand même de trouver le juste milieu pour accueillir convenablement le patient. Agents de santé et patients sont donc invités à faire des efforts. En attendant l'ordre, nous sommes déjà une association reconnue, ANARPI, qui fait son petit bonhomme de chemin. Tout membre adhérent a un numéro d'ordre qu'il peut inscrire sur son cachet. Avec ce numéro, le patient peut faire recours à l'association et l'association sait quel infirmier a prescrit ou a commis cette faute. Le message que je vais porter à leur endroit, c'est que les patients nous aident à accomplir notre devoir. C'est souvent pas aisé de se voir crier dessus par un patient. Ça peut jouer aussi sur sa prise en charge. En ce jour où ils sont à l'honneur, nous souhaitons une bonne journée de réflexion à ces acteurs de la chaîne sanitaire. Autre actualité ce soir, avec cette semaine des Nations Unies pour la sécurité routière. L'événement a été aussi célébré au Bénin par les acteurs de la chaîne des transports et ceux de la sécurité routière à la salle de conférence de la Cour d'appel de Cotonou. Ces acteurs à divers niveaux ont passé en revue les enjeux liés à la thématique retenue au plan sous-régional ouest-africain. Plus de précisions avec Renaud Akapo, Marcel Arossi et François Zinsou. Vers zéro blessure sur nos routes, c'est le slogan retenu cette année par l'organisation ouest-africaine OSTRA. Un slogan repris en chœur par ces acteurs de la sécurité routière à l'entame de cette rencontre commémorative. Tout comme l'Organisation pour la sécurité routière en Afrique de l'Ouest, le réseau des ONG voit grand. Dans cette croisade contre les sinistres routiers, les acteurs de la chaîne de la sécurité routière peuvent compter sur les mutations qui s'opèrent dans notre cadre de vie. Au Bénin, le gouvernement s'est résolument engagé dans l'amélioration de l'infrastructure routière, toute chose qui peut garantir la sûreté de nos routes. Notre pays, le Bénin, est le 8e pays qui a réussi à faire ratifier la charte africaine pour la sécurité routière. Pour une réduction drastique des sinistres routiers, la communauté internationale a donné l'alerte à travers une déclaration signée à Budapest, en Hongrie. Ce cri de cœur de l'Alliance mondiale des ONG pour la sécurité routière est un véritable appel pour une mobilisation internationale. La mobilité sûre est notre droit. Nous appelons nos gouvernements à agir pour le droit des personnes, à une mobilité sûre et à une réduction de 50% du nombre de tués et de blessés sur les routes d'ici 2030. Les accidents de la route sont la première cause de mortalité dans l'univers du travail. Et si rien n'est fait, ils pourraient causer entre 15 et 18 millions de morts sur la planète avant la fin de cette décennie. Voyons à présent cette guerre livrée contre les voleurs de ruches d'abeilles. Eh bien, les apiculteurs qui étaient en fête ce 20 mai, journée mondiale des abeilles, c'est la première fois que l'événement se célèbre au Bénin. Et pour le marquer donc d'une pierre blanche, les acteurs du secteur ont organisé une rencontre de réflexion à Koko, c'est dans la commune de Bantais, sous le thème « Vol et vandalisme des ruches, agissons pour protéger les abeilles, l'économie nationale et la santé des populations en dépendent ». Le reportage de Roland Tchanka et Katnel Kapo nous en disent plus.
C'est au village des abeilles situé au cœur des plantations d'anacarde de coco que les producteurs de miel se sont donné rendez-vous ce 20 mai. 5 ans que l'événement se célèbre dans le monde. Cette fois-ci, ils ne veulent pas rater le coche. Ces abeilles aux multiples vertus méritent qu'on leur accorde une attention particulière en leur consacrant chaque année, partout dans le monde, une journée dédiée, journée mondiale des abeilles. Et si nous sommes là, c'est aussi pour tirer sur la sonnette d'alarme au sujet des pillages, des vandalismes. Les abeilles ne fournissent pas que du miel. Leur action de pollinisation contribue à accroître la production agricole. La manifestation de ce jour est une fois encore l'occasion de sensibiliser le grand public sur l'importance des abeilles et lui faire prendre conscience de l'importance de leur rôle dans l'agriculture et l'environnement. Mes appuis matériels et financiers vont désormais accompagner certains de vos projets phares. J'ai l'assurance qu'à travers l'apiculture, on peut, à l'instar des pays comme le Maroc et la Libye, pour ne citer que ceux-là, booster l'économie nationale. L'apiculture était une activité principale, en tout cas une activité de référence qui localise le village de Coco. Et c'est à juste titre qu'en choisissant Coco aujourd'hui, on peut se réjouir de ce que le travail qui se faisait depuis des décennies a été reconnu aujourd'hui. Depuis 2018, le Bénin exporte son miel vers l'Union européenne. Les apiculteurs doivent saisir cette opportunité pour mieux organiser le secteur afin d'en faire une interprofession. Un mot de sport pour finir avec les mondiaux de pétanque en double et mixte au Danemark qui ont vu émerger de nouvelles nations. Après le tirage au sort, les boulistes se sont affrontés pour la première fois. La France n'a pas fini sur le podium et l'Espagne a raflé la mise. La hiérarchie des boulistes des sports boules donc est bousculée. Pour plus de précisions, suivez ce reportage signé William Bassabi et Wenceslas Sawaïmon. Coup de tonnerre au 4e championnat du monde de pétanque tête-à-tête, doublette, hommes-femmes et mixte à Karlsruhe. Pour la première fois dans l'histoire des championnats du monde, pas de podium pour la France, berceau de la pétanque, surclassé par l'Espagne, grand vainqueur de la compétition, avec 2 titres de champion du monde sur les 5 en jeu. Les Espagnols ont confirmé ce faisant leur bonne forme entrevue à domicile à Santa Susana en novembre dernier lors des championnats du monde de triplette. Que ce soit en doublette femme ou en tête-à-tête homme, la Roja a été intenable. Elle a par ailleurs disputé la finale mixte face à la Thaïlande. Si la hiérarchie a été bousculée à ces Jeux, l'Afrique représentée par 4 pays à savoir le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc et la Tunisie a su tirer son épingle du jeu sur la quarantaine de pays présents. La Palme d'Or revient à la Tunisie. En doublette homme, la paire Mohamed Bourguiba Ben Brahima a surclassé la Malaisie en quart de finale avant de tomber sur l'Italie du duo Diego Rizzi et Alizé Cochiolo, vainqueurs de l'épreuve en demi-finale. En somme, la Tunisie finit sur le podium de ces championnats du monde comme il y a de cela 2 ans. Diego Rizzi et Cochiolo ont freiné l'autre pays africain en bras dans cette compétition. Le Sénégal du duo Farhan Ndiaye et Rose à l'étape des quarts de finale. En tête-à-tête femme, la Tunisienne Mouna Beja est restée fidèle à son standing. Elle s'est hissée en quart, échouant au pied du podium face à la jeune prodigue malaisienne Siadat Noun, révélation du tournoi chez les dames. Le Maroc obtient un résultat en demi-teinte au vu de son palmarès. Il s'incline en 8e de finale contre la France, loin d'être dans une forme olympique sur le score sans appel de 13-0. Circonstance atténuante, le royaume chérifien est en train de lancer une nouvelle génération de joueurs, celle qui va prendre le relais de Abdelsamad Mankari. La Côte d'Ivoire, quant à elle, n'a pu être à son meilleur niveau, la faute, là aussi, d'une équipe expérimentale, à l'exception de Maïga. À Karlsruhe, on peut l'avancer, il y a une sorte de redistribution des cartes au niveau de la pétanque mondiale avec le vent de fraîcheur apporté par les sœurs Noun de la Malaisie. Et pour clôturer ces retrouvailles mondiales, quoi de plus convivial que d'honorer les différents acteurs de ces 4e championnats du monde, tête-à-tête doublette homme-femme mixte de 2022, dans une atmosphère pleine de chaleur.
Et ce sont ces différents challenges que le Bénin entend relever à l'occasion de la plus prestigieuse des compétitions de la Fédération internationale de pétanque Jeux provençal, les championnats du monde de triplettes, les 50e, prévus à Cotonou. Et ce journal se refait. Merci de l'avoir suivi. Bon week-end à tous et à toutes.